Il existe une cruauté particulière réservée à ceux qui sont censés nous aimer le plus, une blessure qui entaille plus profondément que n'importe quel affront d'un étranger ne le pourrait jamais, car elle vient de mains qui auraient dû offrir un abri et qui ont choisi de frapper. Lady Eleanor Ashworth comprenait cette vérité intimement, l'avait apprise en 1000 petits moments au cours de ses 23 ans, dans la manière dont le regard de sa mère passait au-delà d'elle pour se poser avec adoration sur sa sœur cadette, dans la manière dont son père oubliait de s'enquérir de ses aquarelles tout en louant chaque accomplissement minaudier de Cordelia, dans la manière dont le monde lui-même semblait avoir décidé, bien avant qu'Éléanore n'ait son mot à dire, qu'elle était l'ombre de la lumière de sa sœur. Elle n'était pas laide. Précisément, ses traits étaient assez réguliers, sa silhouette acceptable, son port gracieux grâce à des années de culture soignée, mais à côté des boucles d'or et des yeux bleuets de Cordelia, à côté de ce teint de porcelaine et de cette bouche en bouton de rose qui semblait conçue par la Providence spécifiquement pour inspirer la poésie, Éléanore se fondait simplement dans le papier peint de chaque pièce qu'elle partageait. Le domaine des Ashworth, dans le Hertfordshire, Thornfield House, avait été autrefois grandiose, bien que maintenant la grandeur montrât son âge dans le papier qui s'écaillait et les tapis usés jusqu'à la corde, dans les pièces maintenues fermées pour économiser sur le charbon et l'argenterie vendue discrètement pour payer les factures du boucher. Le père d'Éléanore, le vicomte Ashworth, maintenait les apparences avec la détermination désespérée d'un homme regardant son héritage s'effondrer, tandis que sa mère concentrait tous ses espoirs restants sur les filles qui pourraient encore les sauver par des mariages avantageux, ou plutôt sur la seule fille assez belle pour commander un tel sauvetage. Éléanore avait fait la paix avec cela, ou du moins c'est ce qu'elle se disait pendant les longues heures tranquilles qu'elle passait dans la modeste bibliothèque qui était devenue son sanctuaire, se perdant dans des romans, des histoires et des traités philosophiques que personne ne s'attendait à ce qu'elle comprenne. Les livres ne la regardaient jamais comme si elle était invisible, ne la comparaient jamais défavorablement à quiconque, ne lui faisaient jamais sentir que sa valeur en tant que personne était en quelque sorte diminuée par l'agencement de ses traits ou la nuance châtain-terne de ses cheveux. Elle avait ses livres, sa correspondance avec une ancienne gouvernante qui avait encouragé son esprit, ses petites aquarelles du jardin que personne d'autre qu'elle ne voyait jamais, et elle s'était convaincue que cela suffisait, que le contentement pouvait être construit à partir de matériaux aussi modestes si l'on refusait simplement de vouloir plus. Mais même les murs les plus soigneusement construits ont leurs fissures, et ceux d'Éléanore avaient commencé à se fracturer 6 mois auparavant, dans une salle de bal londonienne remplie de chandelles, de musique et des rires cruels de ceux en qui elle avait eu confiance. En un moment qui avait dépouillé chaque mensonge confortable qu'elle s'était raconté sur le fait de ne pas avoir besoin de ce qu'elle ne pouvait pas avoir, et qui l'avait laissée avec rien d'autre que la vérité brute et saignante de son propre cœur insensé. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. La blessure avait été infligée un soir de printemps 6 mois auparavant, dans la salle de bal scintillante de la demeure londonienne de Lady Pemberton, où Éléanore s'était permis, le temps d'une saison brève et catastrophique, de croire qu'elle s'était peut-être trompée sur sa place dans le monde. Lord Marcus Fairfax, baron de Westmere, l'avait recherché lors de 3 rassemblements successifs, lui avait demandé son avis sur la littérature et la politique, avait ri de son esprit subtil et l'avait regardée, vraiment regardée, comme si elle était digne d'être vue. Il était beau de cette manière insouciante et dorée qui semblait si naturelle aux hommes de sa condition, tout en sourire facile et en charme exercé. Et Éléanore, affamée comme elle l'était de la moindre attention qui ne fût pas assaisonnée de pitié ou de dédain, avait bu son estime comme de l'eau dans un désert.
Elle avait commencé à rêver, créature insensée qu'elle était, d'un avenir où quelqu'un l'aurait choisi, l'aurait désiré, aurait vu au-delà de l'ombre qu'elle projetait à côté de Cordelia pour trouver quelque chose de valeur chez la sœur plus discrète. Elle se tenait derrière un palmier en pot. S'étant éloignée de la foule pour reprendre son souffle et calmer son cœur qui battait la chamade avant que Marcus n'arrive pour la danse qu'il avait demandée, quand elle entendit sa voix s'élever de l'alcôve adjacente et le rire cristallin de Cordelia l'accompagnant comme du miel empoisonné. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » avait dit Cordelia, son ton dégoulinant de la fausse modestie qui trompait tout le monde, sauf Éléanore. « Vous avez été si attentif à ma sœur ces dernières semaines, je m'étais presque convaincu que vous préfériez la conversation livresque à la beauté. » La réponse de Marcus avait brisé quelque chose de fondamental dans la poitrine d'Éléanore, un dernier espoir fragile qu'elle ne savait même pas qu'elle portait encore. « Votre sœur a admirablement servi son but, » avait-il dit. Et Éléanore pouvait entendre le sourire dans sa voix, la cruauté désinvolte d'un homme qui n'avait jamais envisagé une seule fois que ses paroles puissent avoir assez de poids pour blesser. On ne peut pas simplement approcher la plus belle femme d'une pièce sans paraître trop empressé. Cela sent le désespoir, et le désespoir est si peu à la mode. Mais quelques danses avec la sœur quelconque, un peu de conversation qui ne coûte rien, et soudain on s'est établi comme un homme de profondeur et de discernement. Votre mère n'était que trop heureuse de faciliter les présentations, et Éléanore elle-même semblait pathétiquement reconnaissante de l'attention. C'était presque trop facile. Le rire de Cordelia avait retenti comme une cloche, claire, aiguë et totalement dépourvue de sentiment sororal. Pauvre Éléanore, utile pour les présentations et rien de plus. Elle croyait vraiment que vous pourriez la courtiser. Je l'ai vu sur son visage, cet espoir ridicule, comme si un homme la choisirait alors que j'étais dans la pièce. Éléanore était restée figée derrière ce palmier, ses mains gantées de blanc pressées contre sa bouche pour contenir le son de son cœur qui se brisait, tandis que les deux autres poursuivaient leur flirt à quelques mètres de là, bâtissant leur bonheur futur sur les fondations de son humiliation. Elle n'avait pas pleuré, pas à ce moment-là, pas là où quelqu'un aurait pu la voir et confirmer ce qu'il croyait déjà d'elle, qu'elle était pitoyable, désespérée, visant au-dessus de sa condition même en rêve. Au lieu de cela, elle s'était éclipsée par un couloir de service, avait prétexté un mal de tête à sa mère, et avait passé le trajet en calèche à regarder les rues sombres de Londres tandis que quelque chose en elle se changeait discrètement en pierre. Elle ne serait plus jamais insensée, s'était-elle promis cette nuit-là. Elle n'espérerait pas, ne désirerait pas, ne se laisserait pas exposer à des blessures si profondes qu'elle pourrait ne jamais guérir complètement. Elle n'attendrait rien de l'amour, et en n'attendant rien, elle ne sentirait plus jamais le poids dévastateur de son absence. Le présent ne s'était pas montré plus clément que le passé, bien qu'Éléanore eût appris à ne rien attendre d'autre. 6 mois s'étaient écoulés péniblement depuis cette soirée dévastatrice au bal de Lady Pemberton. 6 mois durant lesquels elle avait observé depuis la périphérie Cordelia et Marcus mener leur cours avec toute la subtilité d'une représentation théâtrale, leur fiançailles annoncée en grande pompe, leur mariage une affaire somptueuse qui avait coûté à la famille de l'argent qu'elle n'avait pas, et avait laissé Éléanore debout en soie gris colombe parmi les invités, souriant jusqu'à ce que son visage lui fasse mal, tandis que sa sœur rayonnait en satin blanc et fleurs d'oranger. Ils s'étaient mariés, ces deux âmes superficielles si parfaitement assorties l'une à l'autre, et maintenant, Cordelia avait pris l'habitude de visiter Thornfield House avec une fréquence alarmante, traversant les pièces de leur maison d'enfance en tant que Lady Fairfax, laissant tomber des mentions désinvoltes de sa demeure londonienne,
des relations de son mari et des fêtes auxquelles elle assistait où se trouvait tout le gratin. Eleanor endurait ces visites avec la grâce stoïque d'une femme qui avait appris depuis longtemps que montrer sa douleur n'invitait qu'à de nouvelles blessures, se retirant dans sa bibliothèque dès que possible, comptant les heures jusqu'à ce que la calèche de Cordelia s'éloigne enfin sur l'allée et la laisse en paix. La situation de la famille, pendant ce temps, s'était détériorée au-delà de ce que même Eleanor avait imaginé possible, les dettes de jeu de son père éclatant enfin au grand jour dans une série de conversations de plus en plus désespérées, menées derrière des portes closes qui n'étaient pas tout à fait assez épaisses pour étouffer les pleurs de sa mère ou les excuses fanfaronnes de son père. Les créanciers avaient commencé à tourner comme des charognards, l'argenterie restante avait disparu du buffet, et la cuisinière avait été renvoyée au profit d'une seule bonne à tout faire qui faisait de son mieux, mais ne pouvait empêcher la lente décadence d'une maisonnée ne fonctionnant que sur l'orgueil et le faux semblant. Eleanor s'était résignée à un avenir de pauvreté distinguée, à peut-être chercher un poste de gouvernante ou de dame de compagnie une fois ses parents partis, à s'effacer tranquillement dans les marges d'un monde qui n'avait de toute façon jamais eu grande utilité pour elle. Et puis la lettre était arrivée, portée sur un plateau d'argent qui avait d'une manière ou d'une autre échappé à l'attention des créanciers, portant un sceau qu'Eleanor ne reconnaissait pas et contenant une invitation qui semblait appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. La duchesse douairière d'Ashworth, une parente éloignée du côté de sa mère, si lointaine qu'Eleanor n'avait même jamais entendu mentionner le lien, sollicitait le plaisir de leur compagnie à Londres pour le reste de la saison, exprimant un intérêt particulier à faire la connaissance des jeunes dames de la famille. La mère d'Eleanor avait failli s'évanouir d'espoir désespéré, voyant dans cette convocation inattendue une dernière chance d'assurer l'avenir d'Eleanor avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle ne dépasse l'âge de se marier et ne devienne simplement un fardeau de plus pour une famille qui pouvait difficilement se permettre de la porter. Eleanor elle-même avait accepté de partir pour des raisons bien moins optimistes. Elle se rendrait à Londres non pas pour trouver un mari dont elle ne croyait plus à l'existence pour quelqu'un comme elle, mais simplement pour échapper à la maison où Cordelia régnait en reine de passage, pour respirer un air qui n'avait pas le goût de l'humiliation et des rêves brisés, pour exister pendant quelques semaines dans un endroit où personne ne savait quelle était la sœur quelconque, celle qu'on négligeait, la jeune fille qui avait été assez sotte pour croire qu'un bel homme pourrait réellement la désirer. Londres se révéla à Eleanor en couche de suie et de grandeur, la calèche cahotant dans des rues qui semblaient vibrer d'une vitalité entièrement étrangère à la décadence silencieuse de Thornfield House. Et elle pressa son visage contre la vitre comme une enfant, malgré les réprimandes de sa mère sur les convenances et les apparences, s'imprégnant de la vue d'un monde qui n'avait jamais eu de raison de remarquer son existence. La résidence de la duchesse douairière d'Ashworth sur Grosvenor Square se révéla être tout ce que leur propre situation diminuée n'était pas. Des sols de marbre étincelants, des valets de pied en livrée immaculée, des lustres qui captaient la lumière de l'après-midi et la dispersaient comme des diamants sur des murs tapissés de soie. Et Eleanor se sentit cruellement consciente de sa robe de province et de son chapeau démodé, alors qu'on la faisait entrer dans un salon décoré avec l'élégance désinvolte de la véritable vieille fortune. La douairière elle-même défia toutes les attentes qu'Eleanor s'était forgées pendant le voyage, car au lieu de la parente âgée, frêle et pointilleuse qu'elle avait imaginée, elle se retrouva face à une femme d'environ 70 ans qui possédait des yeux vifs comme du verre taillé et une langue, comme Eleanor le découvrirait bientôt, encore plus acérée. « Alors, vous êtes l'intelligente », annonça la douairière quelques instants après leur présentation, écartant la mère d'Eleanor d'un geste de ses doigts bagués et fixant Eleanor d'un regard scrutateur qui semblait cataloguer chaque pensée qu'elle avait jamais eue. « J'ai entendu parler de l'autre, la jolie sœur qui a épousé cet imbécile de Fairfax.
tout en beauté et sans substance, d'après ce que me disent mes sources, ce qui signifie qu'elle sera malheureuse d'ici 1 an et méritera chaque instant. Mais vous, mon enfant, vous avez quelque chose derrière ses yeux, quelque chose qui vaut la peine d'être cultivé. Eleanor n'avait pas su comment répondre à une évaluation aussi franche, mais la douairière n'avait pas semblé exiger de réponse, se contentant de poursuivre son examen tout en posant des questions sur les habitudes de lecture d'Eleanor et ses opinions sur des sujets politiques et philosophiques, des questions que personne n'avait jamais songé à lui poser auparavant. C'est au cours de sa 2e semaine à Londres, lors d'une soirée musicale organisée par la comtesse de Ravenswood, qu'Eleanor aperçut pour la première fois le petit-fils de la douairière, et même à travers la pièce bondée. Elle comprit immédiatement pourquoi la société chuchotait à propos d'Alexander Blackwood, le duc d'Ashworth, avec un tel mélange de fascination et de peur. Il se tenait à l'écart de la foule scintillante, une grande silhouette en tenue de soirée noire et sévère, ses cheveux sombres rejetés en arrière d'un visage qui aurait pu être sculpté dans le marbre tant il manquait de chaleur. Et lorsque son regard balaya la pièce, il passa sur les invités assemblés avec une indifférence qui frisait le mépris. « Froid comme une tombe en hiver », entendit-elle Lady Pemberton murmurer à sa compagne, « mais riche comme Crésus et 2 fois plus puissant. Alors chaque maire de Londres vendrait son âme pour voir sa fille devenir sa duchesse. » Eleanor l'observa un instant de plus. Notant la façon dont les hommes de moindre importance semblaient reculer sur son passage, la façon dont même les débutantes les plus déterminées hésitaient devant son expression rébarbative, et elle ne ressentit rien d'autre qu'une légère curiosité quant au genre d'homme qui pouvait inspirer une intimidation aussi universelle. Elle ne rêva pas de lui cette nuit-là, ne s'interrogea pas sur l'esprit derrière ses yeux gris et froids, n'imagina pas un seul instant que son destin pourrait s'entremêler au sien, car elle avait appris sa leçon sur l'espoir et les rêves, et le duc d'Ashworth existait dans une sphère si éloignée de la sienne qu'il aurait tout aussi bien pu être un personnage de l'un de ses romans, intéressant à observer à une distance de sécurité, mais totalement sans pertinence pour la vie discrète et diminuée qu'elle avait acceptée comme sa part. La convocation arriva un jeudi après-midi, livrée par un valet de pied en livrée du duc qui présenta à Eleanor une carte demandant sa présence dans le salon privé de la douairière à sa plus proche convenance, c'est-à-dire immédiatement, et Eleanor eut à peine le temps de lisser ses cheveux et de se pincer les joues pour y faire monter la couleur avant de se retrouver devant une porte qui semblait soudainement plus grande et plus imposante qu'elle n'en avait le droit. La douairière n'était pas seule, et le cœur d'Eleanor eut un curieux soubresaut lorsqu'elle réalisa que la grande silhouette se tenant près de la fenêtre, découpée sur la lumière de l'après-midi, n'était autre que le duc d'Ashworth lui-même. Ses traits sévères, rendus encore plus austères par les ombres qui jouaient sur son visage, alors qu'il se tournait pour la regarder de ses yeux gris qui ne révélaient rien des pensées qu'il cachait. « Asseyez-vous, mon enfant » ordonna la douairière, mais sans méchanceté, et Eleanor obéit sur des jambes qui semblaient étrangement instables, joignant ses mains sur ses genoux pour cacher leur tremblement, tandis qu'elle attendait que quelqu'un explique pourquoi on l'avait fait venir ici, pourquoi l'homme le plus puissant d'Angleterre l'étudiait comme si elle était un grand livre de contes qu'il envisageait d'acheter. « Mon petit-fils a une proposition à vous faire » continua la douairière, et quelque chose dans son ton suggérait qu'elle trouvait la situation amusante, et je vous laisserai en discuter en privé, bien que j'attende de vous que vous l'écoutiez jusqu'au bout avant de prendre une décision. Elle partit dans un froufrou de soie et de parfums de lavande, et alors Eleanor se retrouva seule avec le duc, le silence entre eux tendu comme une corde d'arc, jusqu'à ce qu'il parle enfin d'une voix profonde, mesurée et entièrement dépourvue de chaleur. « Je serai direct, Lady Eleanor, car je crois comprendre que vous êtes une femme qui apprécie l'honnêteté plutôt que la flatterie.
commença-t-il, s'éloignant de la fenêtre pour se tenir devant la cheminée, les mains jointes derrière le dos, à la manière d'un homme livrant un rapport plutôt qu'une déclaration romantique. J'ai besoin d'une épouse. Pas d'une décoration à mon bras ou d'une demoiselle minaudante qui attendra des protestations de dévotion éternelle que je ne suis ni enclin ni équipé à fournir. J'ai besoin d'une compagne de bonne naissance et de disposition sensée, quelqu'un qui gérera ma maison avec intelligence et grâce, qui ne m'ennuiera pas avec des conversations insipides ou ne m'épuisera pas avec des exigences émotionnelles. Eleanor écouta en un silence stupéfait, tandis qu'il continuait, exposant les termes de ce qu'il considérait clairement comme un arrangement commercial. Elle aurait un accès illimité à sa fortune, la liberté de poursuivre ses intérêts intellectuels, la sécurité pour elle-même et sa famille, une position dans la société qui la protégerait de toutes les petites cruautés qu'elle avait jamais endurées. En échange, elle porterait son nom et, à terme, ses héritiers se tiendraient à ses côtés lors des événements sociaux, serait une duchesse en vérité et pas seulement en titre. « Je ne vous offre pas l'amour, » dit-il finalement, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui démentait la froideur de ses paroles, car je ne suis pas certain de posséder la capacité pour un tel sentiment. Mais je vous offre le respect, la stabilité et la liberté de vivre comme vous le choisissez dans les limites des convenances. Prenez le temps de réfléchir si vous en avez besoin. Eleanor réfléchit, mais pas longtemps, car qu'y avait-il à délibérer alors que son cœur s'était déjà révélé un guide infidèle, et que ses perspectives consistaient en une pauvreté distinguée ou des postes de servitude dans les maisons d'autrui. Elle pensa au rire moqueur de Cordelia, à la cruauté désinvolte de Marcus, à tous les rêves romantiques qui s'étaient transformés en cendres, et elle reconnut dans l'offre de cet homme étrange et froid quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré trouver, la chance d'être appréciée pour son esprit plutôt que rejetée pour son visage, d'être choisie délibérément plutôt qu'acceptée à contre-cœur. « J'accepte », s'entendit-elle dire, et si sa voix tremblait légèrement, aucun d'eux ne le reconnut. Lorsqu'elle l'annonça à sa mère ce soir-là, la femme pleura de joie et de soulagement, et son père lui serra les mains avec une gratitude qui en disait long sur le désespoir de leur situation, et Eleanor se dit qu'elle avait pris une décision pratique, une sage décision, que n'attendre rien signifiait qu'elle ne pourrait plus jamais être déçue. Elle ne se permit pas de se demander pourquoi le duc l'avait choisie, ni quel secret pouvait se cacher derrière ses yeux gris impénétrables, car de telles interrogations étaient le lot des sosses romantiques, et Eleanor Ashworth avait appris sa leçon sur la romance. La nouvelle se propagea avec la rapidité que seuls les commérages vraiment délicieux peuvent atteindre, portée sur les ailes de confidences chuchotées, de visites matinales et de lettres écrites à la hâte, et c'est ainsi que Cordelia débarqua à la résidence de la douairière à peine 3 jours après l'annonce des fiançailles, son beau visage arrangé en une expression de sollicitude sororale qui ne trompait personne, possédant des yeux pour voir ou de l'esprit pour percevoir. « Très chère Eleanor » s'exclama-t-elle, entrant dans le salon dans une confection de soie rose qui complétait parfaitement ses boucles d'or. « Je devais absolument venir dès que j'ai appris la nouvelle, car je pouvais à peine le croire quand Marcus me l'a dit. Vous, fiancé au duc d'Ashworth, le même homme dont tout Londres a chuchoté pendant des années qu'il était totalement incapable de chaleur ou de sentiment humain. » Elle s'installa sur le canapé, avec la grâce étudiée d'une femme qui savait précisément à quel point elle était ravissante, ses yeux balayant la modeste robe de matin d'Eleanor, avec un mépris à peine dissimulé. Je suppose que des félicitations s'imposent, bien que je m'avoue stupéfaite qu'un tel homme ait choisi de manière si inattendue. On se demande bien ce qui a pu vous recommander à son attention.
alors qu'il aurait pu avoir n'importe quelle beauté d'Angleterre. Éléonore sentit la piqûre familière des piques de sa sœur, mais constata, à sa propre surprise, qu'elle pénétrait moins profondément qu'auparavant, comme si l'estime pratique du duc avait commencé à former un bouclier dont elle ne savait pas avoir besoin. Le duc valorise des qualités au-delà de la simple apparence, répondit-elle doucement, ses mains stables sur ses genoux, bien que son cœur battît la chamade à l'effort de maintenir son calme, et je suis contente de l'arrangement que nous avons conclu. Le rire de Cordelia retentit comme du cristal qui se brise, clair, cassant, et teinté de quelque chose qui aurait pu être de l'incrédulité, ou peut-être les premiers frémissements de l'envie, en trouvant sa sœur négligée, élevée si loin, au-dessus de sa propre position. « Contente » répéta-t-elle, savourant le mot comme s'il s'agissait d'un aveu d'échec. « Comme c'est parfaitement tragique d'entrer dans un mariage en aspirant à rien de plus que le contentement. Vous regretterez ce mariage, Éléonore, notez bien mes paroles. Un homme comme ça, froid comme la glace, incapable d'amour ou de passion. Au moins, Marcus me désirait, me voulait, m'a poursuivi avec toute l'ardeur qu'une femme peut souhaiter. » Elle se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure confidentiel qui dégoulinait de miel empoisonné. « Il ne vous aimera jamais, ma sœur. Il vous a choisi précisément parce que vous n'inspirerez pas des sentiments qu'il ne souhaite pas éprouver. Vous ne serez qu'une gouvernante avec un titre, rien de plus. » Éléonore pensa à Marcus Fairfax, aux cruautés chuchotées surprises dans des jardins éclairés par la lune, à un cœur si complètement brisé qu'elle l'avait cru irréparable. Et elle regarda sa belle-sœur qui avait pris tout ce qu'Éléonore avait jamais voulu et sentit quelque chose changer dans sa poitrine, pas tout à fait de la pitié, pas encore, mais la première reconnaissance que la beauté sans bonté était une victoire creuse. « Peut-être, » dit Éléonore, se levant pour indiquer que la visite était terminée, « mais j'ai appris qu'il y a des destins pires qu'un mariage bâti sur le respect plutôt que sur l'illusion romantique. » Cordelia partit dans un tourbillon de soie et d'indignation. Ces derniers mots, une prophétie de malheur, qu'Éléonore rangea dans les coins tranquilles de son esprit. Et si elle se demanda dans l'obscurité de sa chambre cette nuit-là si sa sœur pouvait avoir raison, si elle échangeait une forme de solitude contre une autre, elle se rappela fermement qu'elle n'avait demandé que la sécurité, et que la sécurité était précisément ce qu'elle recevrait. Le mariage eut lieu un matin de la fin du printemps, où la cathédrale semblait retenir son souffle en anticipation, la lumière du soleil filtrant à travers d'anciens vitraux pour jeter des motifs de rubis et d'or sur le sol de pierre où se tenait Éléonore en soie ivoire, ses mains ne tremblant que légèrement alors qu'elle prononçait les vœux qui la lieraient à un homme qu'elle connaissait à peine, mais à qui elle avait choisi de confier son avenir. Alexander était resplendissant en tenue de cérémonie sombre, son expression aussi indéchiffrable que jamais. Bien qu'Éléonore ait cru déceler quelque chose de presque incertain dans la posture de ses épaules alors qu'il lui glissait la bague au doigt, un anneau d'or serti de saphir assortis au collier que la douairière lui avait imposé ce matin-là, avec des larmes dans ses yeux vifs. La cérémonie se déroula dans un flou d'encens, de musique d'orgue et de visages qu'elle ne reconnaissait pas. Et puis elle fut duchesse, sa main reposant au creux du bras de son mari, alors qu'il descendait l'allée centrale devant des bancs remplis de la crème de la société anglaise, tous venus assister au mariage inexplicable entre le duc froid et la jeune fille Ashworth quelconque. Le déjeuner de noces fut élégant et interminable, et Éléonore sourit jusqu'à ce que son visage lui fasse mal. Accepta des félicitations qu'elle soupçonnait d'être plus curieuses que sincères, et compta les heures jusqu'à ce qu'elle puisse s'échapper vers ce que deviendrait sa nouvelle vie.
Le trajet en calèche jusqu'au manoir de Blackwood prit la meilleure partie de la journée, durant laquelle Alexander s'assit en face d'elle, lisant sa correspondance, tandis qu'Eleanor regardait la campagne se transformer, passant de l'étalement gris de Londres à des collines verdoyantes, et enfin au vaste parc qui annonçait le siège ancestral du duc. Le manoir lui-même lui coupa le souffle, un magnifique édifice de pierre couleur miel qui semblait avoir poussé de la terre même qu'il dominait, ses innombrables fenêtres scintillant dans la lumière déclinante comme des yeux vigilants. Cette première nuit, Eleanor s'était préparée au devoir qu'elle savait que le mariage exigeait, avait armé ses nerfs et son cœur pour une intimité qu'elle ne se sentait pas prête à partager, mais Alexander l'avait simplement escortée jusqu'à une suite de chambres plus luxueuses que tout ce qu'elle avait jamais imaginé, et lui avait souhaité bonne nuit à la porte, avec une formalité qui frisait la douceur. « Rien ne presse », avait-il dit, ses yeux gris rencontrant les siens avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous sentir chez vous ici. » Dans les semaines qui suivirent, Eleanor découvrit que le manoir de Blackwood était moins une prison qu'elle ne l'avait craint, et plus un sanctuaire qu'elle n'avait osé l'espérer, sa vaste bibliothèque devenant son refuge particulier. Ses jardins entretenus offrant des sentiers infinis pour la contemplation. Alexander restait un étranger courtois, la rejoignant pour le dîner chaque soir où leur conversation portait sur les livres, les affaires du domaine et rien d'important. Mais Eleanor commença à remarquer de petites gentillesses qu'elle ne pouvait pas tout à fait attribuer à la coïncidence. Un vase de prime vert apparaissant dans son salon, alors qu'elle avait mentionné que les fleurs sauvages de sa maison d'enfance lui manquaient, un volume de poésie qu'elle avait admiré dans la bibliothèque se retrouvant sur sa table de chevet, ses plats préférés apparaissant au repas, bien qu'elle ne se souvînt pas avoir exprimé ses préférences à voix haute. Le personnel, d'abord méfiant envers leur nouvelle maîtresse, commença à s'adoucir face à sa gentillesse discrète. Et Madame Pemberton, la gouvernante, confia que la maisonnée ne s'était pas sentie aussi paisible depuis des années, bien qu'Eleanor ne pût imaginer quelle tempête avait bien pu précéder son arrivée pour que sa présence banale semble si bienvenue. Ce fut un après-midi du début de l'été qu'Eleanor entrevit pour la première fois l'homme qu'était vraiment son mari, et la découverte ne vint pas d'une grande révélation, mais du simple fait de suivre un chemin qu'elle n'avait pas encore exploré, un chemin qui serpentait à travers les bois de l'Est et débouchait sur un groupe de chaumières de tenanciers bordant les terres agricoles du domaine. Elle n'avait pas eu l'intention d'espionner. Elle se promenait simplement pour calmer l'agitation qui avait commencé à la tourmenter ces derniers jours, une agitation qu'elle refusait d'examiner de trop près. Quand elle entendit des voix s'élever de la fenêtre ouverte de la chaumière la plus proche et reconnue, avec un sursaut de surprise, les tons profonds de la voix d'Alexander parlant avec une douceur qu'elle ne lui avait jamais entendue. Eleanor s'approcha, se dissimulant derrière le tronc épais d'un chêne ancien, et observa par la fenêtre de la chaumière son mari agenouillé à côté d'un petit lit où un enfant d'environ 6 ans gisait, pâle et apathique, sa mère planant anxieusement à proximité. « Le médecin reviendra demain », disait Alexander, sa main reposant avec un soin infini sur le front du garçon. « Et j'ai envoyé à Londres chercher le médicament dont il a besoin. Il devrait arriver ce soir. Et ne vous inquiétez pas du coup, car il n'y a pas de coup. Seulement l'espoir que le jeune Thomas ici courra à nouveau, après les lapins, dans mes jardins, d'ici la fin de la semaine, et fera le désespoir de mon jardinier. » L'enfant esquissa un faible sourire, et Alexander sortit de sa poche un petit cheval de bois, sculpté avec une habileté évidente, qu'il pressa dans les doigts fins du garçon avec une solennité qui suggérait qu'il conférait un titre de chevalier plutôt qu'un jouet.
Eleanor sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, un mur qu'elle ne savait pas qu'elle maintenait encore. En regardant cet homme que la société qualifiait de froid et insensible s'asseoir avec un enfant de tenancier malade, comme s'il n'y avait nulle part ailleurs au monde où il devait être. Elle s'éclipsa avant de pouvoir être découverte, mais elle ne pouvait s'échapper des questions qui la poursuivaient maintenant avec une insistance implacable. Qui était cet homme qu'elle avait épousé, et comment avait-elle pu si mal le comprendre? Dans les jours qui suivirent, Éléanore commença à prêter attention d'une manière qu'elle n'avait pas eue auparavant, notant comment les serviteurs parlaient du duc, non pas avec la déférence craintive qu'elle avait observée dans d'autres grandes maisons, mais avec une chaleur et une loyauté sincères, comment les tenanciers touchaient leur casquette avec respect plutôt qu'avec anxiété quand ils passaient à cheval, comment la chaumière du vieux jardinier avait été dotée d'un nouveau toit bien que l'homme n'en eût jamais fait la demande. Au dîner ce soir-là, quand Alexander s'enquit du livre qu'elle lisait, un volume d'essais sur la philosophie naturelle que la plupart des hommes auraient considéré comme inapproprié pour une consommation féminine, elle se retrouva à partager ses pensées avec une franchise qui la surprit, et plus surprenante encore fut la façon dont il écouta, vraiment écouta, ses yeux gris fixés sur son visage, avec une intensité qui lui donna le sentiment, pour la première fois de sa vie, que son esprit était digne d'attention. « Vous avez un intellect remarquable, » dit-il doucement, quand elle eut fini d'expliquer son désaccord avec l'une des conclusions de l'essayiste, et bien qu'il n'y eût rien de flirtant dans son ton. Éléanore sentit une chaleur fleurir sur ses joues, et quelque chose voltiger dangereusement dans la région de son cœur, quelque chose qui ressemblait périlleusement au début de sentiments qu'elle s'était juré de ne plus jamais entretenir. L'invitation arriva un matin où l'été avait atteint sa pleine gloire, les jardins du manoir de Blackwood embrasés de roses et l'air épais du parfum de chèvrefeuille, et Éléanore leva les yeux de sa correspondance pour trouver Alexander debout dans l'embrasure de son salon, avec une expression qu'elle avait appris à reconnaître comme de l'incertitude déguisée en formalité. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être monter à cheval avec moi ce matin, » dit-il, sa voix portant cette neutralité prudente qu'elle comprenait maintenant être son armure contre le monde. « Il y a des parties du domaine que vous n'avez pas encore vues, et le temps est magnifique. » Éléanore accepta, avec un plaisir qu'elle ne parvint pas tout à fait à dissimuler, et moins d'une heure plus tard, ils étaient montés et se déplaçaient à une allure tranquille à travers le parc, Alexander sur son grand étalon noir et Éléanore sur la douce jument grise qu'il lui avait procurée peu après leur mariage, un autre de ces gestes attentionnés qu'elle avait appris à reconnaître comme son langage particulier de sollicitude. Ils traversèrent d'abord les bois du domaine, où une lumière tachetée tombait à travers des chênes anciens, et où les seuls sons étaient le chant des oiseaux et le bruit sourd des sabots sur le sol de la forêt. Puis ils sortirent sur des collines ondoyantes qui semblaient s'étendre à l'infini sous un ciel d'un bleu d'été parfait. Alexander parla de la terre pendant qu'ils chevauchaient, indiquant les limites et les caractéristiques avec la connaissance d'un homme qui avait arpenté chaque centimètre de son héritage, mais peu à peu la conversation se tourna vers d'autres choses, vers des livres qu'ils avaient tous deux lus, vers des opinions qu'ils découvraient partagées, vers des souvenirs qui émergeaient lentement, comme des créatures s'aventurant hors d'une longue hibernation. Mon père croyait que le sentiment était le propre des hommes de moindre importance, dit Alexander à un moment donné, son regard fixé sur l'horizon lointain, sa voix portant une vieille douleur qu'Éléanore reconnut parce qu'elle portait la sienne. Il considérait toute manifestation d'émotion comme une faiblesse, et il n'a pas été tendre en enseignant cette leçon. Éléanore écouta, tandis qu'il parlait d'une enfance passée dans des pièces magnifiques qui ne contenaient aucune chaleur, d'une mère morte quand il avait 7 ans, et dont son père lui avait interdit de mentionner le souvenir,
d'apprendre à construire des murs si épais et si hauts qu'il avait fini par oublier qu'il n'y avait jamais eu quelque chose derrière eux qui valait la peine d'être protégé. Elle partagea ses propres histoires en retour, parlant prudemment d'abord, puis avec une confiance croissante, d'être la fille qui n'était jamais tout à fait assez, de regarder Cordelia recevoir l'amour et l'attention qu'elle avait convoité, de l'humiliation qui lui avait appris à ne rien attendre afin de ne jamais être blessée par la déception. Leurs chevaux avaient un ralenti au pas, se déplaçant côte à côte le long d'une crête qui surplombait une vallée d'une beauté extraordinaire, et quand Alexander tendit la main pour ajuster ses rênes, un geste inutile, car Éléanore était une cavalière compétente, sa main gantée frôla la sienne, et aucun d'eux ne s'écarta, le contact se prolongeant le temps d'une respiration, puis de deux, avant que les chevaux ne bougent et que le moment ne passe. Ce soir-là, la duchesse douairière les rejoignit pour le dîner et les observa tous les deux avec des yeux qui ne manquaient rien, un petit sourire jouant sur ses lèvres, tandis qu'elle observait la façon dont le regard d'Alexander suivait Éléanore à travers la pièce, la façon dont les joues d'Éléanore rougissaient lorsque leurs yeux se croisaient. « Vous avez bien fait, ma chère, » murmura la douairière à Éléanore alors qu'elle se retirait après le repas, laissant Alexander à son porto. « Mieux que vous ne le pensez, je soupçonne. » Éléanore resta éveillée cette nuit-là, se rappelant sévèrement qu'il s'agissait d'un arrangement pratique, qu'elle avait accepté la sécurité et le respect, et ne devait pas être assez sotte pour espérer plus. Mais son cœur refusait d'écouter, battant à un rythme qui ressemblait dangereusement au début de quelque chose qu'elle s'était juré de ne plus jamais ressentir. Le voyage à Londres marqua un seuil qu'Éléanore sentit à chaque kilomètre qui passait sous les roues de la calèche, chaque virage de la route la rapprochant d'un monde qui l'avait autrefois rejetée et qui devait maintenant la recevoir comme l'un de ses membres les plus élevés. Et bien qu'elle soit assise, calme, à côté d'Alexander, ses mains gantées soigneusement jointes sur ses genoux, son cœur battait la chamade avec une anxiété qu'elle ne pouvait entièrement réprimer. Elle serait jugée, elle le savait, scrutée par 1000 yeux critiques qui la mesureraient à chaque diamant de la plus belle eau, à chaque beauté célébrée, à chaque femme qui avait jamais jeté son dévolu sur l'insaisissable duc d'Ashworth et n'avait pas réussi à capter son attention. Le beau monde se demanderait ce qu'il avait bien pu voir en elle, cette créature quelconque et silencieuse qui avait langui sur le banc des laissés pour compte tandis que sa belle-sœur faisait un mariage brillant, et Éléanore se prépara au chuchotement, aux sourcils levés, aux regards apitoyés qui suggéreraient que le duc avait fait un choix bien étrange. Ils arrivèrent à Ashworth House alors que le crépuscule peignait le ciel de Londres de nuances de rose et d'or, la magnifique demeure se dressant devant eux comme un monument à des générations de richesse et de pouvoir. Et Éléanore se sentit soudainement petite, alors que les valets de pied se précipitaient pour les servir, et que le majordome s'inclinait avec une déférence solennelle devant son maître et sa nouvelle maîtresse. Les jours qui suivirent furent consumés par les préparatifs, essayage chez des modistes qui la traitaient avec un respect qui lui semblait encore étranger, consultation sur les menus et les listes d'invités, leçons sur les protocoles particuliers attendus d'une duchesse, et à travers tout cela, Alexander resta une présence constante, apparaissant à des moments inattendus pour s'enquérir de son confort ou pour partager une observation qui la faisait sourire malgré sa nervosité. C'est le soir avant leur premier bal qu'il vint dans son salon, portant un écrin de velours d'une importance si évidente que le souffle d'Éléanore se coupa dans sa gorge, et quand il l'ouvrit pour révéler une parure de saphir sortisse d'or, collier, boucles d'oreilles, bracelets et diadèmes. Chaque pièce, un chef-d'œuvre de l'art du joaillier. Elle ne put que regarder, sans voix, ces gemmes qui semblaient contenir la lumière capturée des étoiles en leur sein. « Ils sont assortis à vos yeux, » dit doucement Alexander,
une lueur d'incertitude vacillant derrière sa réserve habituelle, et j'ai pensé qu'il était approprié que la société voie le trésor que j'ai trouvé, même si elle manque du discernement nécessaire pour reconnaître sa véritable valeur sans aide. Eleanor sentit des larmes lui piquer les yeux et les refoula farouchement, ne sachant comment interpréter ce geste, s'il s'agissait simplement de la générosité attendue d'un duc envers sa duchesse ou de quelque chose de plus, quelque chose qui faisait mal à son cœur, avec un espoir qu'elle craignait encore de nommer. Le bal lui-même fut un rassemblement scintillant du gratin de Londres, des centaines de bougies brillant dans des lustres de cristal, le parfum de fleurs de serre se mêlant au parfum coûteux, la musique s'élevant de l'orchestre, alors que les couples prenaient place sur la piste en d'élégantes formations. Eleanor sentit le poids de chaque regard alors qu'ils entraient, entendit les chuchotements qui ondulaient à travers la foule, comme le vent dans le blé, mais la main d'Alexander resta chaude et stable au creux de son dos, la guidant avec une autorité tranquille qui semblait défier quiconque de remettre en question son choix, et pour la première fois de sa vie, Eleanor comprit ce que signifiait se sentir vraiment protégée. Ils avaient dansé 2 fois et se tenaient près de la table des rafraîchissements quand Eleanor les vit approcher à travers la foule. Cordelia, resplendissante en soie rose, qui complétait sa beauté dorée, et Marcus à ses côtés, avec ce sourire facile qu'Eleanor avait autrefois bêtement cru lui être destiné, et elle sentit son estomac se nouer d'une vieille terreur familière, alors même qu'elle relevait le menton et arrangeait ses traits en une expression d'accueil poli. « Eleanor, ma chère sœur », ronronna Cordelia, ses yeux balayant la robe d'Eleanor, les saphirs à sa gorge, avec une évaluation à la fois avide et dédaigneuse. « Comme vous êtes grande dame, on vous reconnaîtrait à peine, si transformée par votre nouvelle situation, bien que j'avoue que les saphirs sont plutôt écrasants pour quelqu'un de votre teint, ne trouvez-vous pas ?» Les mots furent prononcés avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et Eleanor sentit la piqûre familière de la cruauté désinvolte de sa sœur, la façon dont Cordelia avait toujours su précisément où placer ses pics pour un effet maximal. « Lady Fairfax » dit Alexander, sa voix portant cette qualité de glace particulière qu'Eleanor avait appris qu'il réservait à ceux qui lui déplaisaient. « Comme il est aimable à vous d'offrir votre opinion sur des sujets dont vous n'avez ni la connaissance ni le goût. » Le sourire de Cordelia vacilla un instant avant qu'elle ne se reprenne, se tournant vers Marcus avec un rire cristallin qui sonnait faux dans l'air soudainement attentif autour d'eux, car d'autres avaient commencé à remarquer l'échange. Les têtes se tournant et les conversations s'interrompant, alors que le beau monde sentait la délicieuse possibilité d'un scandale. « Votre grâce est trop sévère, » continua Cordelia, sa voix portant juste assez pour être entendue par ceux qui se trouvaient à proximité. « Je voulais seulement dire qu'Eleanor a toujours été mieux adaptée à des activités plus calmes, les livres et autres, plutôt qu'au monde scintillant de la société, et on ne peut s'empêcher de se demander si elle ne trouve pas tout cela plutôt épuisant, de prétendre appartenir à une sphère si éloignée de ses inclinations naturelles. » Le silence qui suivit fut absolu, et Eleanor sentit les yeux d'une centaine d'invités sur elle, sentit la vieille honte lui monter à la gorge, la certitude que tout le monde pensait ce que Cordelia avait insinué, qu'elle était une imposture, une femme quelconque qui était tombée par hasard dans une position qu'elle ne méritait pas et ne pouvait espérer maintenir. Mais avant qu'elle ne puisse parler, avant qu'elle ne puisse trouver les mots pour se défendre, Alexander bougea, s'avançant légèrement dans un geste à la fois subtil et indubitablement protecteur, et quand il parla, sa voix porta à travers la salle de bal avec une autorité qui commandait une attention absolue. « J'ai épousé la femme la plus remarquable de cette pièce, » dit-il, chaque mot précis et délibéré, son regard balayant l'assemblée avant de se poser avec un mépris indubitable sur Marcus, et tout homme qui n'a pas su voir sa valeur
n'a fait que révéler sa propre déficience de caractère, une déficience qui, je soupçonne, apporte sa propre punition avec le temps. La salle de bal était devenue complètement silencieuse, et Éléanore regarda Marcus rougir d'un rouge profond et marbré, le sourire peint de Cordelia s'effondrer en quelque chose de plus proche du choc, tandis que les chuchotements commençaient à se propager à travers la foule en vagues d'excitation à peine contenues. Alexander se tourna alors vers Éléanore, lui tendant la main avec une grâce formelle qui semblait infiniment tendre, et elle plaça ses doigts dans les siens et le laissa la conduire sur la piste de danse alors que l'orchestre entamait une valse, et tandis qu'ils se déplaçaient ensemble à travers les figures, elle se retrouva à refouler des larmes qu'elle refusait de laisser couler. Son cœur si plein de gratitude et de quelque chose de bien plus dangereux qu'elle pouvait à peine respirer sous son poids. Le trajet en calèche pour rentrer se déroula dans un silence qui ne semblait ni inconfortable ni complet, les roues cliquetant sur les pavés, alors que la nuit londonienne défilait derrière les fenêtres dans un flou de réverbères et d'ombres. Et Éléanore se trouva cruellement consciente de la présence d'Alexander à ses côtés, de sa chaleur, du léger parfum de son eau de Cologne, de la façon dont ses mains gantées reposaient sur ses genoux, avec cette immobilité caractéristique qu'elle avait appris à reconnaître comme une sorte d'armure contre le monde. Elle savait qu'elle devrait parler, trouver un moyen d'exprimer le tumulte d'émotions qui menaçait de la submerger, mais les mots s'en mêlaient dans sa gorge. Inadéquat pour exprimer ce que cela avait signifié de l'entendre la défendre si publiquement, si absolument, devant les personnes mêmes qui l'avaient toujours regardée, comme si elle était faite de verre. « Votre grâce », réussit-elle finalement à dire, sa voix sortant plus faible et moins stable qu'elle ne l'avait prévu. « Je dois vous remercier pour ce que vous avez dit ce soir. Je sais qu'il n'a pas dû être agréable de faire une telle scène, et je vous suis reconnaissante au-delà de ma capacité à l'exprimer. » Il se tourna pour la regarder alors, et dans la lumière vacillante des lanternes de la calèche, elle crut voir quelque chose changer derrière ses yeux, quelque chose de presque vulnérable, avant que sa réserve habituelle ne se remette en place comme une porte qui se ferme. « Il n'y a rien à me remercier, » dit-il doucement. « Je n'ai dit que la vérité, et c'est une vérité qui n'aurait jamais dû avoir besoin d'être dite. Toute personne sensée reconnaîtrait votre valeur sans qu'on le lui demande. » Le rejet de sa gratitude aurait dû la piquer, mais Éléanore comprit, d'une manière ou d'une autre, que c'était simplement sa façon d'être, qu'accepter des remerciements pour ce qu'il considérait comme une décence élémentaire lui était aussi étranger que les expressions faciles d'affection qui venaient si naturellement aux autres, et elle sentit son cœur se serrer d'une tendresse qui l'effrayait par son intensité. Ils arrivèrent à Ashworth House et traversèrent ensemble le grand hall d'entrée, les serviteurs s'éclipsant avec une discrétion exercée, et alors qu'ils montaient les escaliers vers leurs chambres séparées, Éléanore prit conscience qu'Alexander avait ralenti son rythme, qu'il s'était arrêté dans le couloir où la lueur des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs tapissés de soie, et quand elle se tourna pour lui souhaiter bonne nuit, elle le trouva plus proche que prévu, ses yeux fouillant son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle. Pendant un instant suspendu, elle fut certaine qu'il allait l'embrasser. Elle pouvait voir l'intention dans le léger écartement de ses lèvres, la sentir dans la façon dont l'air entre eux semblait s'épaissir de possibilités, mais alors quelque chose vacilla sur ses traits, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur, et il recula, sa révérence formelle, son « bonne nuit, Éléanore », portant une pointe de rudesse qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Elle resta éveillée pendant des heures après, fixant le baldaquin au-dessus de son lit, tandis que son esprit rejouait chaque moment de la soirée, ses mots, son contact, ce presque baiser. Et finalement, dans l'honnêteté tranquille de l'obscurité, elle s'autorisa à nommer la vérité
qu'elle avait combattu depuis ses premières gentillesses inattendues à Blackwood Manor, depuis les fleurs de ses couleurs préférées et les livres qui apparaissaient comme par magie, et la manière douce dont il ne lui avait rien demandé d'autre que sa présence. Elle l'aimait, elle qui avait juré de ne plus jamais être insensée, qui avait accepté ce mariage comme un arrangement pratique et rien de plus, était tombée complètement et irrévocablement amoureuse de son mari, et la prise de conscience n'apporta pas la joie, mais la terreur. Car, et s'il ne ressentait jamais la même chose, et si Cordelia avait eu raison et qu'elle passerait sa vie à désirer la chaleur d'un homme fait de glace? Pourtant, même dans sa crainte, elle se souvint de la façon dont il l'avait regardée ce soir, de la férocité protectrice dans sa voix, et elle osa se demander si peut-être, juste peut-être, il pouvait y avoir de l'espoir après tout. Dans les jours qui suivirent, la société ne parla de rien d'autre. La déclaration publique sans précédent du duc d'Ashworth, sa dévotion évidente pour son improbable duchesse, et les invitations affluèrent à Ashworth House, tout le monde soudain désireux de connaître la femme qui avait capturé le cœur du célibataire le plus insaisissable d'Angleterre, et Eleanor, qui avait passé sa vie à être négligée, se retrouva enfin à être vue. Les semaines qui suivirent le bal de Hartington se déroulèrent comme les pages d'une histoire qu'Eleanor n'avait jamais osé imaginer pour elle-même, chaque jour apportant de nouvelles preuves d'une transformation qu'elle pouvait à peine comprendre, de petits moments s'accumulant comme des pierres précieuses dans un trésor qu'elle ne savait pas posséder. Cela commença avec le thé. Elle avait pris l'habitude de lire tard dans la nuit, blottie dans le renfoncement de la fenêtre de la bibliothèque d'Ashworth House, avec une couverture sur ses genoux et une bougie se consumant. Et un soir, elle leva les yeux de son livre pour trouver Alexander debout dans l'embrasure de la porte, une tasse et une soucoupe à la main, son expression portant cette qualité particulière d'incertitude qu'elle avait appris à reconnaître comme sa manière d'offrir quelque chose qu'il craignait de voir rejeté. « Vous allez vous abîmer les yeux, » dit-il doucement, traversant la pièce pour poser le thé à côté d'elle, et elle remarqua qu'il était préparé exactement comme elle le préférait, avec du miel plutôt que du sucre, et une quantité précise de crème, des détails qu'elle n'avait jamais mentionnés, mais qu'il avait observés d'une manière ou d'une autre, et quand elle le remercia, il hocha simplement la tête et se retira, mais pas avant qu'elle ne surprenne le plus léger adoucissement autour de ses yeux, qui fit chavirer son cœur. Elle commença à remarquer d'autres choses aussi, la façon dont il apparaissait à ses côtés lors des événements sociaux chaque fois que la conversation devenait ennuyeuse ou que la compagnie devenait lassante, offrant une échappatoire avec une suggestion parfaitement opportune qu'ils étaient nécessaires ailleurs. La façon dont il écoutait quand elle parlait des livres qu'elle lisait, posant des questions qui révélaient qu'il avait prêté attention à ses intérêts d'une manière que personne d'autre dans sa vie n'avait jamais fait. La façon dont sa main trouvait la sienne sous la table lors des dîners, un contact secret qui envoyait une chaleur se répandre dans tout son être, tandis que leurs visages ne révélaient rien au monde qui les observait. Un soir, lors de la soirée musicale de Lady Pemberton, alors que la soprano avait été particulièrement stridente et la soirée particulièrement longue, Eleanor croisa le regard d'Alexander de l'autre côté de la pièce et y vit ses propres pensées se refléter. Amusement, endurance, la compréhension partagée de deux personnes qui étaient devenues en quelque sorte des conspirateurs dans la performance de l'obligation sociale. Et quand elle serra les lèvres pour réprimer un sourire, elle le vit faire de même, et dans ce moment de communion silencieuse, elle se sentit plus intimement liée à une autre personne qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. La douairière, qui ne manquait rien, le remarqua lors d'une visite matinale, ses yeux vifs brillants de satisfaction en les observant ensemble dans le salon. « Je n'ai jamais vu mon petit-fils sourire autant, » déclara-t-elle.
son ton portant à la fois l'émerveillement et la justification. Et je ne l'ai certainement jamais vu rechercher la compagnie de quelqu'un comme il recherche la vôtre. Vous avez accompli ce que j'avais commencé à craindre impossible, ma chère, et je me trouve tout à fait submergé de gratitude. » Eleanor se défendit, incertaine de la manière de répondre, mais les mots de la douairière restèrent avec elle, nourrissant un espoir qu'elle essayait désespérément de contenir. Puis vint le cadeau qui la défit entièrement, une première édition d'Orgueil et Préjugés de Miss Austen, présentée sans cérémonie un matin au petit déjeuner, Alexander la faisant glisser sur la table, avec une expression qui suggérait qu'il trouvait le geste banal, alors qu'Eleanor savait, elle le savait, qu'un tel volume avait dû nécessiter des mois de recherche, des lettres aux libraires de tout le continent, des dépenses et des efforts bien au-delà de toute mesure raisonnable. « Vous aviez mentionné que c'était votre préféré, » dit-il simplement quand elle le fixa, les larmes menaçant de couler, et Eleanor comprit alors qu'elle n'était pas seulement en train de tomber amoureuse de son mari, elle était déjà tombée, complètement et irrévocablement, et la seule question qui restait était de savoir si elle trouverait un jour le courage de le lui dire. L'orage arriva sans prévenir un soir de la fin du mois de mai, le ciel s'assombrissant avec une rapidité anormale, alors qu'Eleanor était assise dans le petit salon adjacent à sa chambre, essayant sans succès de se concentrer sur la broderie posée sur ses genoux, tandis que les premiers grondements lointains du tonnerre envoyaient des tremblements de terreur à travers son corps qu'aucune pensée rationnelle ne pouvait apaiser. Elle craignait les orages depuis son enfance, depuis une nuit où la foudre avait frappé le vieux chêne devant la fenêtre de sa chambre d'enfant, et où elle s'était réveillée au milieu du feu et des cris, dans les bras de sa gouvernante, la transportant à travers des couloirs enfumés, et bien qu'elle sût que cette peur était stupide, qu'Ashworth House était solide et sûr, et qu'aucun mal ne lui arriverait, ses mains tremblaient et son souffle se faisait court, alors que le vent commençait à hurler contre les fenêtres et que le tonnerre se rapprochait de plus en plus fort, jusqu'à sembler faire trembler les murs mêmes autour d'elle. Elle s'était levée pour faire les 100 pas, incapable de rester immobile, ses bras enroulés autour d'elle comme si elle pouvait maintenir son sang-froid par la seule pression physique, quand la porte s'ouvrit et Alexander apparut, toujours vêtu des habits qu'il portait au dîner, son expression passant de l'interrogation à la compréhension immédiate, en voyant sa pâleur, ses tremblements, la façon dont elle tressaillait lorsqu'un éclair illuminait la pièce d'une lumière blanche et crue. Il ne dit rien, ne posa aucune question, n'offrit aucune platitude sur l'irrationalité de la peur. Il traversa simplement la pièce jusqu'au canapé et s'assit, puis la regarda avec une attente silencieuse jusqu'à ce qu'elle se retrouve à s'affaisser à côté de lui. Assez près pour sentir sa chaleur, la solidité rassurante de sa présence comme une ancre dans le chaos de l'orage. Et puis il commença à parler, sa voix basse et égale, lui racontant l'histoire du manoir de Blackwood, les jardins que sa mère avait plantés et la folie que son grand-père avait construite, le fermier dont le cochon primé s'était un jour échappé pour être retrouvé endormi dans la chapelle, et Eleanor se retrouva à écouter, sentit sa respiration ralentir pour s'accorder au rythme de ses paroles, sentit la terreur reculer tandis que sa voix tissait autour d'elle un cocon de calme que le tonnerre ne pouvait pénétrer. Quand enfin l'orage commença à s'apaiser, le tonnerre s'éloignant et la pluie se transformant en un doux crépitement contre la vitre, Eleanor prit conscience qu'à un moment donné, elle s'était appuyée contre lui, que son bras était passé autour de ses épaules, qu'ils étaient assis ensemble dans une intimité plus profonde que tout ce qu'ils avaient partagé jusqu'alors. Elle leva la tête et trouva ses yeux posés sur elle, sombres et profonds, et remplis de quelque chose qui fit cesser les battements de son cœur. Et lentement, si lentement, il leva la main pour toucher son visage, ses doigts effleurant sa joue, avec une tendresse qui lui amena les larmes aux yeux. Puis il se retira, se levant,
sa révérence formelle, alors même que quelque chose dans son expression semblait se fissurer, et son « Bonne nuit, Éléanore » fut rude d'une émotion qu'elle ne put nommer, alors qu'il la laissait seule, avec l'orage mourant, et une certitude se cristallisant dans son esprit. Il se retenait, refrénait quelque chose qui aspirait à se libérer. Et elle n'aurait de repos qu'après avoir compris pourquoi, qu'après avoir trouvé un chemin à travers ces derniers murs qu'il maintenait même maintenant, même après tout, même quand ses yeux lui disaient ce que ses mots ne voulaient pas dire. Ils retournèrent au manoir de Blackwood au début de juin, la saison londonienne étant devenue fastidieuse dans son défilé incessant d'obligations sociales. Et Éléanore se surprit à respirer plus librement, alors que leur calèche passait les grandes grilles de fer et que la vue familière du parc vallonné s'ouvrait devant eux, verte, paisible et merveilleusement éloignée de la performance épuisante de la société. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme de contentement tranquille, des matinées passées dans la bibliothèque ou à se promener dans les jardins, des après-midi à cheval à travers le domaine, des soirées à dîner ensemble avec une conversation qui coulait plus facilement maintenant, bien qu'il subsistât toujours entre eux cette distance prudente, ce sentiment de mots non dits et de vérités gardées secrètes. C'est un soir de ce genre, une semaine après leur retour, qu'Alexander suggéra une promenade dans les jardins après le dîner, sa voix portant une hésitation inhabituelle qui fit battre le cœur d'Éléanore plus vite, avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La lune était pleine et lumineuse au-dessus d'eux, alors qu'ils marchaient sur les sentiers de gravier entre les roses, leur parfum lourd dans l'air chaud de la nuit, et Éléanore était cruellement consciente d'Alexander à ses côtés, du rythme mesuré de ses pas, de la tension qu'elle pouvait sentir émaner de lui comme la chaleur d'un feu couvant. Lorsqu'ils atteignirent le banc de pierre sous le chêne ancien au cœur du jardin, il s'arrêta, et dans la lumière argentée de la lune, son visage parut plus jeune en quelque sorte, dépouillé de sa sévérité habituelle, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. « Éléanore » dit-il, et son nom sur ses lèvres sonnait presque comme une prière. « Je dois vous demander quelque chose, et je me trouve. » Il s'interrompit, un muscle travaillant dans sa mâchoire, et elle attendit, retenant presque son souffle, tandis qu'il se ressaisissait et recommençait. « Êtes-vous contente? Dans ce mariage, dans cette vie, vous ai-je donné ce que j'avais promis? La sécurité, le respect, la liberté de poursuivre vos intérêts ?» Elle répondit prudemment, parlant de gratitude, de confort, de la gentillesse inattendue qu'elle avait trouvée dans ce qu'elle s'attendait à n'être qu'un arrangement pratique, mais alors même que les mots quittaient ses lèvres, elle vit quelque chose changer dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur, et il leva la main pour l'arrêter. « Je ne suis pas... » Sa voix se brisa, et il détourna le regard vers les jardins éclairés par la lune, et quand il parla de nouveau, les mots sortirent avec hésitation, comme si chacun lui coûtait cher. On m'a appris que l'émotion était une faiblesse. Mon père le croyait, le pratiquait, me l'a inculqué si profondément que je le croyais aussi. Je croyais que ressentir profondément, c'était être vulnérable, être insensé, inviter le genre de douleur que la mort de ma mère lui a apporté. J'ai proposé un arrangement pratique parce que je ne me croyais pas capable de plus. Il se tourna pour lui faire face alors, et Éléanore vit dans ses yeux quelque chose qui lui coupa le souffle. J'avais tort. Éléanore, je ne sais pas comment parler de ces choses. Je ne connais pas les jolis mots que d'autres hommes pourraient offrir, mais vous devez savoir. Vous êtes devenu tout pour moi. Je vous aime. Je vous aime d'une manière que je ne croyais pas possible, et je ne demande rien en retour, n'attends rien, seulement que vous sachiez la vérité de ce que vous avez éveillé en moi. Et Éléanore, les yeux remplis de larmes qui captaient la lumière de la lune en coulant sur ses joues, tendit la main vers lui enfin, ses mains trouvant les siennes,
sa voix tremblant, alors qu'elle confessait son propre amour, sa peur d'espérer. La joie qui l'inondait maintenant comme la lumière du soleil perçant les nuages après un hiver sans fin, et dans ce jardin éclairé par la lune, sous le chêne ancien, deux cœurs qui avaient appris à se protéger trouvèrent enfin, bénis soient-ils, le courage de s'ouvrir. Le baiser, quand il vint, fut tout ce qu'Éléanore n'avait jamais osé rêver, tendre au début, presque interrogateur, comme si Alexander ne pouvait toujours pas tout à fait croire qu'elle lui avait donné la permission d'espérer, puis s'approfondissant en quelque chose qui lui coupa le souffle et fit battre son cœur à tout rompre, alors que ses bras l'entouraient et la serraient contre la chaleur solide de sa poitrine. Et elle réalisa que tous ces mois de distance prudente, de courtoisie retenue, de regards désirants rapidement dissimulés, avaient mené à ce moment, à cette parfaite destruction de chaque mur entre eux. Quand enfin ils se séparèrent, tous deux tremblants, Alexander posa son front contre le sien et murmura son nom avec une révérence qui fit jaillir de nouvelles larmes de ses yeux, puis, sans un mot, il la prit dans ses bras comme si elle ne pesait rien du tout, et la porta à travers le jardin éclairé par la lune, à travers les couloirs silencieux du manoir de Blackwood, où seules quelques bougies vacillantes éclairaient leur chemin, jusqu'à la chambre qu'ils partageraient désormais, non pas comme des étrangers liés par un contrat, mais comme mari et femme, dans le sens le plus vrai et le plus sacré des mots. Ce qui se passa entre eux cette nuit-là ne fut pas l'accomplissement maladroit d'un devoir auquel Éléanore s'était autrefois résignée, mais plutôt une révélation, ses mains douces et sûres apprenant le paysage de son corps, ses mots d'amour et d'émerveillement murmurés réchauffant sa peau partout où il tombait, ses propres caresses timides devenant plus audacieuses à mesure qu'elle découvrait l'homme sous l'extérieur austère du duc, passionné, tendre et tremblant de la force d'émotion si longtemps réprimée. Ils s'unirent avec une douceur qui transcendait le simple physique, deux âmes reconnaissant l'une en l'autre le foyer qu'elles avaient cherché toute leur vie, et quand Éléanore cria, ce fut autant de joie que de plaisir, de la justesse écrasante d'être tenue par un homme qui la voyait vraiment, et la trouvait digne d'amour. Ensuite, ils restèrent enlacés dans la lumière de la lune, qui filtrait par les hautes fenêtres. Sa tête sur sa poitrine, où elle pouvait entendre le rythme régulier de son cœur, et ils parlèrent à voix basse d'espoir, de rêve et d'avenir qu'ils construiraient ensemble, d'enfants qui connaîtraient à la fois la force et la tendresse, d'années s'étendant devant eux comme un livre non écrit, attendant d'être rempli de bonheur, du miracle qui les avait menés d'un arrangement pratique à cet amour profond et inattendu. Quand l'aube se glissa, dorée, à travers les rideaux, Éléanore se réveilla pour trouver Alexander la regardant avec une expression d'adoration si nue qu'elle éclata de rire de pure joie, et il sourit. Un vrai sourire, l'expression transformant ses traits sévères en quelque chose de beau, et l'attira près de lui pour un baiser qui promettait que ce n'était que le début. Ils déjeunèrent ensemble dans son salon, se donnant des bouchées de pain grillé et parlant de petits plaisirs comme s'ils avaient été vraiment mariés depuis des années, et Éléanore comprit enfin ce que signifiait trouver un foyer, non pas dans un lieu, mais dans une personne, savoir avec une certitude absolue que quelles que soient les épreuves que l'avenir pourrait apporter, elle les affronterait avec cet homme à ses côtés, et que l'arrangement pratique dont Cordelia s'était moquée était devenu la plus grande bénédiction de sa vie. Le grand bal, organisé par le duc et la duchesse d'Ashworth à leur résidence de Londres à la fin de juin, fut déclaré par tous ceux qui y assistèrent comme l'événement le plus magnifique de la saison. Mais Éléanore, debout à côté d'Alexander dans la ligne de réception, alors que des centaines des membres les plus illustres du beau monde passaient devant eux avec félicitations et compliments, ne se souciait ni des arrangements floraux élaborés importés de 3 pays, ni de l'orchestre spécialement venu de Vienne,
ni du champagne coulant à flots dans les salles scintillantes, elle ne se souciait que de la chaleur de la main de son mari au creux de son dos, de la façon dont ses yeux trouvaient les siens au milieu des conversations animées, avec un regard qui parlait de secrets partagés et de promesses tenues, de la certitude qu'elle était aimée, vraiment et complètement aimée, par cet homme qui avait autrefois semblé si froid et insondable. Elle se déplaça tout au long de la soirée avec une confiance qu'elle n'avait jamais possédée auparavant. Acceptant les compliments avec grâce, engageant la conversation avec esprit et chaleur, consciente que la société la regardait désormais avec de nouveaux yeux, non pas comme la sœur quelconque, non pas comme la vieille fille négligée qui était tombée par hasard sur un mariage avantageux, mais comme la duchesse d'Ashworth, une femme qui avait capturé le cœur d'un homme que beaucoup croyaient en être dépourvu. Il était près de minuit quand Cordelia apparut à son coude, resplendissante dans une robe élaborée qui ne parvenait pas tout à fait à dissimuler la tension autour de sa bouche ou les ombres sous ses yeux, et Éléanore sentit quelque chose changer dans sa poitrine en regardant sa sœur. Non pas la vieille piqûre familière de l'inadéquation, ni même la satisfaction de la justification qu'elle aurait pu attendre, mais plutôt une pitié calme et inattendue. Les jeux de Marcus étaient devenus le sujet de nombreuses spéculations chuchotées, leurs dettes s'accumulant, leur mariage visiblement tendu, et la beauté de Cordelia, qui avait toujours été sa plus grande monnaie d'échange, ne pouvait acheter le bonheur qui lui échappait. « Tout un triomphe, ma sœur, » dit Cordelia, sa voix portant ce ton familier de fausse douceur, bien que j'avoue que je ne comprends toujours pas ce que le duc voit en vous. Mais bon, les hommes peuvent avoir des goûts si étranges. Et Éléanore, en sécurité dans la forteresse de l'amour de son mari, découvrit qu'elle pouvait sourire sincèrement, répondre avec gentillesse plutôt qu'avec la répartie cinglante qui aurait pu autrefois être sa seule défense. « J'espère que vous trouverez le contentement, Cordelia, » dit-elle simplement, et regarda le visage de sa sœur se tordre de quelque chose qui ressemblait presque à de l'angoisse avant qu'elle ne s'éclipse dans la foule. Plus tard, alors que la soirée battait son plein, Alexander leva son verre et demanda le silence, et la magnifique salle de bal se tut, tandis que des centaines de visages se tournaient vers le duc et sa duchesse. « Je ne suis pas un homme porté aux déclarations publiques, » dit-il, sa voix profonde portant clairement à travers la salle silencieuse, « mais ce soir, je dois dire ce que la société devrait savoir, qu'en Éléanore, j'ai trouvé non seulement une épouse, mais une partenaire d'une valeur extraordinaire, une femme d'intelligence, de bonté et de force tranquille, et je me considère comme l'homme le plus chanceux d'Angleterre d'avoir gagné son estime. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, mais Éléanore n'en entendit rien, ne vit que le visage d'Alexander alors qu'il se tournait vers elle, vit l'amour écrit là aussi clairement que des mots sur une page, et sut qu'elle avait trouvé, dans l'arrangement le plus inattendu, tout ce que son cœur avait jamais désiré. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit magique, dans le jardin éclairé par la lune, où 2 cœurs sur leur garde avaient enfin dit leur vérité, et le manoir de Blackwood s'était transformé d'un lieu de formalité tranquille en un foyer vivant de chaleur, de rire et du bruit de petits pas sur les sols anciens. Éléanore se tenait à la fenêtre du salon du matin, la main posée sur le dos, arrondi de son ventre, où leur 2e enfant grandissait. Regardant Alexander poursuivre leur fils James sur la pelouse entretenue, le sévère duc d'Ashworth réduit à des grognements enjoués et à des trébuchements exagérés qui provoquaient des éclats de rire ravis chez le bambin aux cheveux sombres. Comme il était différent maintenant de l'homme sévère et inaccessible dont la société avait chuchoté, bien qu'Éléanore sût que le monde ne voyait encore que des aperçus de sa chaleur, il restait réservé en compagnie, formel dans ses affaires, mais ici, dans le sanctuaire de leur famille, il était transformé, un père qui lisait des histoires avec des voix ridicules,
portait son fils sur ses épaules et regardait Éléanore avec une adoration qui lui coupait encore le souffle après tout ce temps. La duchesse douairière était arrivée ce matin-là pour sa visite trimestrielle, et Éléanore pouvait entendre sa voix aiguë dans le jardin maintenant, encourageant James tout en critiquant simultanément la façon dont le jardinier s'occupait des rosiers, et elle sourit à la forme particulière d'affection de la vieille femme qui s'exprimait par des exigences impérieuses et une fierté à peine voilée. Une lettre était arrivée de la part des parents d'Éléanore cette semaine-là, pleine d'une gratitude qu'il n'exprimerait jamais directement. Les dettes de son père avaient été discrètement réglées, le domaine familial restauré à la stabilité, le tout géré si discrètement par Alexander que la société n'a jamais su que le vicomte avait été sauvé de la ruine par la générosité de son gendre. Sa mère écrivait des nouvelles locales et des commérages de la paroisse, mais entre les lignes. Éléanore lisait la paix d'une femme qui n'était plus terrifiée par les créanciers et le scandale, et elle ressentit une vague d'amour pour le mari qui avait fait cela sans jamais chercher de reconnaissance ou de remerciement. Il y avait d'autres nouvelles aussi, portées par les chuchotements de la société et confirmées par des lettres occasionnelles de connaissances. Le mariage de Cordelia avait continué son lent effondrement, les jeux de Marcus étant maintenant de notoriété publique, sa maîtresse installée dans une maison de l'autre côté de Londres, et Cordelia elle-même devenue amère et acariâtre, sa célèbre beauté s'estompant sous le poids de la déception. Éléanore pensait parfois à sa sœur avec quelque chose qui s'était adouci de la pitié à une tristesse lointaine et compliquée. Elle ne s'était pas parlé depuis ce bal il y a 3 ans, et Éléanore constata que la relation qu'elle n'avait jamais vraiment eue ne lui manquait pas, bien qu'elle espérât, dans un coin tranquille de son cœur, que Cordelia puisse un jour trouver ce qu'elle avait cherché au mauvais endroit. Alexander apparut dans l'embrasure de la porte maintenant, James perché sur sa hanche, tous deux rouges, tachés d'herbe et souriants, et Éléanore ouvrit les bras pour les recevoir, sa famille, son cœur, son foyer, pensant à la femme effrayée et blessée qu'elle avait été lorsqu'elle était arrivée à Londres pour la première fois, n'attendant rien de plus que la sécurité, et trouvant à la place ceci, cette abondance d'amour qui remplissait chaque pièce de la grande maison et chaque chambre de son cœur. La bibliothèque du manoir de Blackwood avait toujours été le sanctuaire d'Éléanore, l'endroit où elle avait commencé à entrevoir l'homme derrière la façade rébarbative du duc. Et c'est là, un soir tranquille, alors que l'automne commençait à peindre les arbres au-delà des hautes fenêtres de teintes d'ambre et d'or, qu'elle trouva Alexander l'attendant, une chaleur familière dans ses yeux, alors qu'il mettait de côté les papiers qu'il examinait et ouvrait les bras pour l'accueillir à côté de lui sur le canapé en cuir usé qu'ils avaient adopté comme le leur. James dormait à l'étage, épuisé par une journée d'aventure avec sa grand-mère, et le nouveau bébé, une fille. Espérait-il, bien qu'Éléanore accueillerait un autre fils avec une joie égale, bougeait doucement sous son cœur alors qu'elle s'installait contre le flanc de son mari, sentant le rythme régulier de sa respiration, le réconfort solide de sa présence qui lui était devenu aussi nécessaire que l'air. « Vous souvenez-vous, demanda-t-elle doucement, quand vous m'avez amené ici pour la première fois, que vous m'avez montré cette pièce et m'avez dit que je pouvais la considérer comme la mienne ?» La main d'Alexander trouva la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec les siens dans ce geste qui était devenu aussi naturel que de respirer. « Je me souviens avoir pensé que vous étiez la première personne à regarder les livres plutôt qu'à calculer leur valeur, dit-il, sa voix portant cette pointe d'humour ironique que seule elle avait le privilège d'entendre. Je me souviens avoir espéré. Il s'interrompit, et Éléanore pencha la tête pour le regarder, voyant une lueur de vulnérabilité traverser ses traits, même maintenant, même après tout ce qu'ils avaient partagé. « Qu'espériez-vous » insista-t-elle doucement, et il resta silencieux un long moment avant de répondre. « J'espérais qu'un jour
Vous me regarderiez comme vous regardiez ces livres, admit-il, avec intérêt, avec curiosité, avec le désir de savoir ce qui se trouvait à l'intérieur, plutôt que simplement ce que la couverture présentait au monde. Eleanor sentit des larmes lui piquer les yeux, pensant à l'homme sur ses gardes qui avait proposé un arrangement pratique tout en nourrissant secrètement des espoirs si tendres et terrifiés. « Votre secret, dit-elle, la compréhension l'inondant, celui que Cordelia disait que je ne connaissais pas, ce n'était jamais de la froideur, n'est-ce pas? C'était de l'espoir, c'était la peur d'espérer. » Alexander la serra plus fort, déposant un baiser sur sa tempe. « On m'avait appris que l'amour était une faiblesse, que désirer était une folie, mais dès l'instant où je vous ai vu, vraiment vu, j'ai désiré avec un désespoir qui me terrifiait. Je me suis dit que je vous offrais un arrangement pratique parce que je ne pouvais supporter d'offrir mon cœur et de le voir refuser. » Les rires des enfants rempliraient à nouveau ces couloirs de main. La douairière offrirait sa sagesse à la langue acérée. Le monde continuerait avec ses exigences et ses délices, mais à cet instant, il n'y avait que deux. Seulement cet amour qui n'avait pas grandi d'une passion dramatique, mais de quelque chose de plus stable, quelque chose construit choix après choix, gentillesse après gentillesse, jusqu'à devenir le fondement sur lequel reposait leur monde entier. Eleanor leva la main pour toucher le visage de son mari, l'attirant vers elle pour un baiser qui contenait toute la promesse de leur premier et toute la profondeur de leurs années ensemble. Et elle comprit enfin que l'amour, le véritable amour, l'amour durable, n'était pas un coup de foudre, mais un feu de cheminée, soigneusement entretenu, réchauffant sans fin, illuminant tout ce qu'il touchait d'une lumière douce, constante et irremplaçable. L'après-midi d'automne se déroulait en nuances d'or bruni et d'ambre profond. La lumière tombant douce et miellée sur les terres du manoir de Blackwood, où Eleanor était assise sur une couverture étendue sous le grand chêne, regardant son mari apprendre à leur fils à identifier les différentes feuilles qui tombaient en flottant autour d'eux, tandis que la duchesse douairière supervisait depuis sa chaise à proximité, enveloppée dans des châles et offrant des commentaires qui étaient à parts égales critiques et adoration. « Voilà, » pensa Eleanor, en posant ses mains sur le ventre où leur fille, car le médecin l'avait confirmé le matin même, grandissait forte et en bonne santé. Voilà à quoi ressemblait le bonheur, quand ce n'était pas l'étincelle fugace de l'engouement, mais la flamme stable et nourrissante d'une vie construite avec intention et soin, et le choix quotidien d'aimer même quand l'amour exigeait un effort, exigeait de la patience, exigeait l'abandon de l'orgueil et l'étreinte de la vulnérabilité. Elle pensa à la femme qu'elle avait été 4 ans auparavant, debout dans le modeste salon de son père, le cœur fraîchement brisé, croyant avoir appris la vérité sur l'amour, que c'était un jeu joué par les belles et les charmantes, une monnaie qu'elle ne possédait pas, une porte à jamais fermée pour la quelconque, livresque et négligée Eleanor Ashworth. Comme elle s'était trompée, et comme elle était reconnaissante de cette erreur, car si Marcus Fairfax l'avait voulu, si Cordelia n'avait pas été cruelle, elle n'aurait jamais trouvé son chemin jusqu'à cet endroit, cet homme, cette vie qui dépassait tous les rêves qu'elle avait été trop blessée pour s'autoriser à imaginer. Les plus grands amours, comprenait-elle maintenant, commençaient souvent non pas avec des coups de foudre et des poux qui s'emballent, mais avec le respect, avec la gentillesse, avec la volonté de voir au-delà des apparences les cœurs tendres et effrayés qui battaient même sous les extérieurs les plus rébarbatifs. La valeur ne se mesurait pas au jugement superficiel des salles de bal et des salons, n'était pas déterminée par la forme de ses traits ou l'éclat de son sourire, mais se révélait par la constance, par la compassion, par les 1000 petits choix qui construisaient un mariage en une forteresse de dévotion mutuelle. Alexander leva alors les yeux, croisant son regard à travers la pelouse,
et le sourire qui transformait ses traits sévères était un cadeau qu'elle ne se lasserait jamais de recevoir, un secret partagé entre eux-mêmes en compagnie, une promesse renouvelée à chaque regard. Il se leva et vint vers elle, s'installant à ses côtés sur la couverture, tandis que James continuait sa collection de feuilles sous l'œil vigilant de son arrière-grand-mère, et il prit la main d'Éléanore dans la sienne, déposant un baiser dans sa paume, dans ce geste qui était devenu leur langage privé d'amour. Ils restèrent assis ensemble, dans un silence confortable, regardant la lumière changer sur la terre qui appartiendrait un jour à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Et Éléanore ressentit une gratitude si profonde qu'elle frisait la révérence pour le chemin qui l'avait menée ici, à travers la douleur vers la joie, à travers la résignation vers la passion, d'un arrangement pratique à la plus grande histoire d'amour qu'elle ait jamais connue. Merci, cher lecteur, d'avoir parcouru ce chemin aux côtés d'Éléanore, de croire en la magie tranquille de l'amour qui grandit plutôt que de simplement frapper, de comprendre que les fins les plus heureuses ne sont pas celles qui brillent le plus fort, mais celles qui brûlent le plus longtemps, réchauffant tous ceux qui s'en approchent. Puissiez-vous trouver, ou peut-être reconnaître déjà dans votre propre vie, l'amour constant et transformateur qui construit plutôt que de simplement s'enflammer, qui s'approfondit avec les années plutôt que de s'estomper, qui voit votre véritable moi et vous choisit, toujours, avec intention, dévotion et joie. Éléanore et Alexander continuèrent leur chemin ensemble, à travers l'après-midi doré, sa main dans la sienne, les rires de leurs enfants s'élevant comme une musique derrière eux, tous deux sachant avec une certitude parfaite qu'ils tenaient, l'un dans l'autre, tout ce qui comptait.